De retour dans la partie talk de Jam & Talk, je suis avec Charles. J'ai le plaisir de discuter avec lui des questions de lutte sociale en lien avec l'écologie. Donc on s'est rencontrés en fait à Strasbourg. Moi je faisais plutôt partie du mouvement écolo et Charles faisait plutôt du mouvement social, jaunes, ouais. des Gilets jaunes, c'est ça. Et on s'est retrouvés autour d'événements de convergence. Donc il y a par exemple eu une manifestation à Wittelsheim pour le déstockage des déchets de la mine de Stockamine. On a aussi on s'est recroisés quand tu étais en procès pour le décrochage des portraits de Macron pour son inaction climatique. Ouais. Et donc à ce moment-là, on avait deux mouvements à la fois sociaux, écologistes qui se réunissaient, qui étaient puissants, qui avaient un certain nombre de personnes qui les suivaient. Et derrière, pas de conséquences politiques particulièrement marquées. On n'a pas obtenu gain de cause ni sur les plans sociaux ni sur les plans environnementaux. Donc quand on s'est rencontrés là avant pour préparer, on s'est demandé mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que on n'a pas obtenu gain de cause Oui, alors qu'on est dans des phases où les mouvements sont quand même assez conséquents et on voit même au niveau mondial quelque part que les mouvements anti-gouvernementaux se montent en flèche. Et qu'il y a un verrouillage, complet, il y a des choses qui bloquent, qui passent pas, alors qu'à une autre période, avec un tel mouvement de foule, de tels changements, il y aurait forcément eu des choses qui en seraient sorties. Et puis là, pour l'instant, on attend encore que ça arrive, quoi. Donc voilà, on a un peu discuté des différents verrous. On s'est notamment ce qu'on s'était dit, c'est qu'il y a une absence de vision vraiment alternative bien claire qui permettrait en fait de se défaire de tous les concepts qui ont été intériorisés par le système politique actuel, tout ce qui justifie en fait le statu quo politique et économique qu'on vit en ce moment. Et tu avais notamment parlé de la phrase de Margaret Thatcher qui dit There is no alternative, dans le sens où le capitalisme c'est tout ce qu'on a et il n'y a rien d'autre. Et il n'y a rien d'autre, voilà. Donc comme si c'était tout ce qui compte, il n'y a rien d'autre. Et puis ne pensez pas en dehors de ce cadre-là. Donc il y a différents concepts qu'on a abordés. La question de la démocratie. On nous vend la démocratie alors que en soi on se rend bien compte que c'est plutôt un système politique qui se nourrit des divisions. Il y a tout le concept de la responsabilité individuelle où les politiques sont vraiment en train de mettre tout sur la responsabilité individuelle, alors que les décisions qu'ils prennent souvent elles empêchent justement de faire société. Je pense notamment au concept de compétitivité où on doit s'écraser les uns les autres. Comment est-ce que vous voulez dans ce cadre-là arriver à faire de la compétitivité, à faire société, et puis ça amène à des mesures d'écologie punitive plutôt que des mesures où vraiment on peut arriver à se mettre d'accord, à trouver, à réfléchir de façon globale à la résolution des problèmes. Parmi les autres choses, il y a l'idée que voter est un devoir, alors que on sait que c'est un mécanisme qui maintient la consanguinité de classe et donc par conséquent une idéologie unique. L'amalgame entre le libéralisme et la liberté, où derrière l'idée de libéralisme, en fait, on masque complètement le droit d'exploiter les ressources et les forces de travail. Et puis, tout ce qui est autour des conventions économiques, la croissance, la dette, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de remettre en cause, qui sont gravées dans le marbre et en aucun cas... ça ne doit être porté au débat, quoi. Donc donc du coup ça c'est un exemple de verrous, de choses qui sont intériorisées et se sont posées les questions comment est-ce qu'on peut faire sauter ces verrous. Donc les débats, comme je le disais, ils sont verrouillés de façon à rester dans le cadre qui maintient le statu quo, tout en donnant l'illusion toujours qu'il y a des réformes, qu'il y a des choses en cours, qu'il y a des améliorations.
Et parmi les choses sur lesquelles on était vraiment d'accord, c'était l'idée que dans les revendications, voilà, autant écologiques que sociales, en fait, il faudrait vraiment que ces revendications évoluent vers une vision sociétale. Pour l'instant, et c'est totalement légitime, on est beaucoup sur des revendications, voilà, salariales, le pouvoir d'achat, etc. Et puis des choses qui restent quand même à une échelle individuelle. Et il faudrait que ces revendications prennent vraiment, voilà, sortent justement du cadre dans lequel qu'on veut nous maintenir. Et on pensait notamment à la question de la finalité du travail, où on n'arrête pas d'avoir des injonctions où on doit travailler plus, on doit travailler plus fort, on doit être plus compétitif, etc. Et qu'en fait, le travail est une fin en soi. On y parle même de valeur travail. Et ça encore, ça fait partie des verrous. Voilà. Pourquoi est-ce que le travail serait une fin en soi? Quel est le but du travail de manière générale? On le sait tous à l'échelle individuelle. Pourquoi on travaille? On a besoin de payer ses loyers, etc. Et pour citer un exemple, on voit par exemple dans les étudiants qui sont tous en train de faire des années et des années d'études pour finalement tous se retrouver sur un marché du travail qui n'a pas besoin de ce niveau d'études-là, mais comme il faut bien être celui qui va avoir l'emploi que tout le monde veut, il faut être meilleur que les autres. Et à l'échelle individuelle, c'est logique d'avoir cet esprit-là, mais dans un esprit collectif, c'est complètement idiot, quoi. Donc voilà, je pense que la question de la finalité, pourquoi on travaille à l'échelle d'une société plutôt qu'à l'échelle d'un individu, il faut absolument que ça rentre dans le débat, quoi. Pourquoi est-ce que ce genre de débat, je pense, est essentiel? Parce que ça permettrait de réduire certains usages, notamment de la langue de bois au sein des politiques. Ça permettrait d'éviter des effets de polarisation. Voilà, par exemple sur le fait que dès qu'il y a une manifestation, on axe tout sur quelques violences par-ci par-là pour justement noyer le débat. La question des méthodes de division, choisir mais qui entre les cheminots ou les profs sont les plus privilégiés, etc. Donc on serait il faudrait que ça sorte complètement de ce cadre-là pour éviter justement que ces sujets-là ne soient abordés et ne viennent noircir, on va dire, mettre un voile devant les véritables questions. Et plus concrètement, comment est-ce qu'on peut envisager ce débat-là? Il y a un projet qui tourne, qui est celui de la sécurité sociale de l'alimentation, qui, déjà, en plus de récupérer tous les conquis sociaux qu'on avait eu autour des différentes sécurités sociales qui sont en train d'être complètement détricotées, développer cette sécurité sociale de l'alimentation qui résoudrait toute une série de problèmes. On parle des problèmes des agriculteurs qui se suicident, des problèmes d'alimentation, des soucis de la malbouffe, du fait de retrouver la proximité avec les gens qui nous apportent finalement les besoins de base. Donc je pense que ce projet-là redonnerait complètement du sens ce serait un début pour réexpliquer ce que peut être retrouvé du sens dans le travail. Donc l'idée étant notamment de permettre à tout ce qui est tous les agriculteurs locaux on définit les conditions dans lesquelles l'agriculture se fait dans des normes environnementales et par un débat démocratique, on arriverait à trouver un système global qui permettrait à chacun de trouver son compte et puis retrouver du sens. Parmi les autres solutions, il y avait l'idée du salaire à vie, pour s'assurer que chacun ait le nécessaire pour vivre, soit reconnu dans sa qualification de valeur travail, qui permettrait de se libérer des emplois nocifs où on n'aurait plus besoin d'être sous
voilà, sous le contrôle d'un patron ou de quelqu'un qui veut absolument nous faire travailler sans même qu'on sache pourquoi, parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut un salaire à la fin du mois. C'est bien de revenir à des questions un peu concrètes sur l'alimentation, un revenu de base qui permettrait du coup à tout le monde de vivre décemment. Et c'est aussi montrer que du coup les questions écologiques et sociales, elles sont pas opposées mais justement à réunir. Et c'est cette vision dont tu parlais au départ, donc cette idée qu'on aurait un moyen d'avoir un avenir désirable et qui laisse personne de côté, si ce n'est les capitalistes peut-être. Mais voilà. C'est pas très grave, hein, on s'en passera. Bon, on l'a bien vu, ouais, pendant la crise du Covid, à quel point ceux qui faisaient qui avaient un métier, qui avait du sens, ont servi et étaient encore là, ont été des trucs, c'était ceux qui étaient les moins bien rémunérés, alors que tous les autres finalement, on s'en est passé, on s'en est pas plus mal porté. Et je pense que la question de la finalité toujours de pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est ça qui va sans doute nous permettre d'arriver peut-être un jour à se poser les bonnes questions et surtout à mettre les bonnes questions dans le débat public, quoi. A priori, les luttes sociales et écologiques ne sont pas à opposer et on est un peu la preuve vivante. On s'est retrouvés du coup pour une marche à Wittelsheim contre, on va dire, le maintien des déchets dans la mine de Stockamine. Une marche de convergence, on l'avait bien nommé comme ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu Stockamine, comment toi tu as trouvé ta place, etc. Oui, en fait, donc dans le mouvement des Gilets jaunes, l'idée étant qu'on voulait que les petites gens participent davantage à la démocratie et notamment sur des questions écologiques. Et j'ai une gilet jaune qui était venue vers moi et qui m'avait dit, écoute, ça serait bien qu'on s'empare quand même de cette question de Stockamine qui est pas vraiment suffisamment connue, suffisamment mise sur le débat, et qu'on profite justement du mouvement des gilets jaunes pour faire en faire parler, faire une manifestation. Et donc comme on était complètement dans l'idée de la convergence entre les mouvements écologistes et le social, on s'est lancé là-dedans. On a fait une énorme manifestation sur Wittelsheim. Donc pour expliquer ce qu'est Stockamine, Stockamine c'est des milliers de déchets qui ont été enfouis sous la plus grande nappe phréatique d'Europe. Et donc c'était dans des anciennes mines de potasse où à l'époque les politiciens disaient mais on peut stocker, c'est réversible, on peut les ressortir quand on veut, il y a aucun problème. De toute façon le progrès va nous aider à trouver une solution à terme pour éviter le jour où on saura quoi faire de ces déchets. Pas de chance. Bon, déjà, il y avait les anciens mineurs à l'époque qui disaient que jamais ça ne tiendra aussi longtemps que ce que les politiciens prétendaient. Et puis, il y a eu un incendie qui a fait que les galeries sont en train continuent d'ailleurs en ce moment de s'effondrer sur ces déchets. Et puis se pose évidemment la question de savoir qui va payer tout ça. Et le débat, pendant que les galeries sont en train de continuer de s'effondrer, le débat continue toujours entre les uns qui veulent pas payer, qui disent oui mais il y a trop de risques pour envoyer les gens, etc. Et puis les autres qui disent mais à un moment donné on nous a vendu le progrès comme étant quelque chose de réversible, on pourra toujours revenir dessus. Est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas assumer le fait que on nous vend cette espèce d'idée qu'on trouvera toujours une solution et qu'il ne faudrait pas là mettre les moyens et puis réfléchir à des solutions plutôt que d'appliquer la solution qu'ils veulent faire actuellement, c'est-à-dire bétonner encore les galeries. Les galeries qui sont accessibles et puis en espérant que la nappe phréatique ne descende jamais, ce qui semble peu probable puisque les déchets sont là et penser que la nappe phréatique ne va jamais descendre jusque-là, ça se passera tôt ou tard. Donc, sachant qu'on est sous la plus grande nappe phréatique d'Europe, donc il faut bien imaginer qu'elle va de la Suisse jusqu'à la Belgique.
Donc voilà, on est vraiment dans une énorme impasse. Et pendant ce temps-là, les galeries continuent de s'effondrer, quoi. C'est fou à quel point là c'est l'argument économique qui est venu pour on va dire justifier qu'on fasse un bétonnage plutôt qu'on ressorte. Il y avait également cet argument de la sécurité des mineurs. Le premier argument qui sort est celui que les galeries sont déjà trop effondrées et que ça représenterait un risque pour les personnes. Le vrai du faux dans celui-là, c'est toujours difficile de le savoir, quoi. Ouais. On a joué la montre et on a perdu. Enfin, oui. Ils ont perdu. Oui, pour l'instant, on est en train de perdre. Et puis, voilà. Quelle est la solution aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut bétonner et limiter la casse, ou est-ce que ce truc, en attendant, ça continue de s'effondrer ? C'est un problème. C'est le serpent qui se mord la queue. Eh ben, merci Charles, un sujet qu'on ne met jamais assez en avant parce que, comme tu le disais, c'est un enjeu énorme, la nappe phréatique rhénane, donc la plus grande d'Europe. Eh bien, merci beaucoup Charles. Merci à toi. On touche à la fin de cette interview. On se retrouve un peu plus tard pour une autre talk, mais d'abord de la jam.